Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous proposer de démarrer cette table ronde autour des sujets de l'assurance cyber et de l'état de la coopération dans cet écosystème. Donc, avec nous, un panel qui va aussi se compléter avec une personne supplémentaire qui va arriver dans quelques instants. Mais je voudrais d'abord vous présenter Luc. Luc Vinancourt de Beazley, donc assureur cyber. Enchanté, Luc. Oui, bonjour. Donc, je suis Luc Vignancourt, assureur donc chez Beazley, compagnie d'assurance issue des Lloyds et maintenant implantée en Europe depuis pas mal d'années. Et mon rôle est spécialisé particulièrement sur les grands risques. Merci. En deuxième personne autour des sujets de l'assurance en tant qu'assureur directement, je vous présente Thierry Piton d'AXA. Bonjour Thierry. Bonjour, je suis le référent national pour la souscription des contrats cyber chez AXA et nous on assure les entreprises de la PME jusqu'à l'ETI, jusqu'à 5000 salariés. Et puis cette fois-ci, plutôt sous l'autre volet en tant que client, mais aussi administrateur du CESIN, je voudrais vous présenter aussi Didier Gras de BNP. Pardon. Bonjour Didier. Oui, bonjour, BNP Paribas. Donc, et nous commercialisons aussi une police d'assurance cyber. Et puis donc on aura une personne de l'ANSSI qui va nous rejoindre dans quelques instants. Pour cette table ronde, j'aimerais vous proposer finalement de travailler autour du sujet de cet écosystème de la coopération. Ce sont des mondes qui, entre l'assurance et la cybersécurité, sont parfois différents de par la terminologie qu'ils utilisent, les méthodes de travail, etc. Donc l'objet, c'est de vraiment pouvoir être capable d'identifier les points, ces éléments de tendance qui font partie intégrante de la posture de cybersécurité pour les entreprises, autant à la fois sur effectivement les petites structures que les grands comptes. Je voudrais peut-être commencer, Didier, dans votre rôle, notamment en tant qu'administrateur du CESIN, sur comment vous voyez l'assurance cyber comme finalement posture de système de gestion de risque et quelle est la place de l'assurance cyber dans les dispositifs de gestion de risque pour les entreprises. Je sais que vous avez, au travers du CESIN, fait une enquête d'opinion. Un baromètre. Exactement, un baromètre. Avec, OpinionWay. Et quelles conclusions vous en tirez de cette analyse sur ce marché-là? Deux chiffres. Le premier chiffre, alors le baromètre annuel qui est paru en janvier 2026 avec OpinionWay. Deux chiffres qui vont intéresser mes camarades de jeu aujourd'hui. Le premier, c'est 71% des entreprises ont souscrit une police d'assurance cyber. Ça monte à plus de 80% pour les grands groupes. Et je dirais qu'une entreprise sur quatre ont activé leur police d'assurance cyber dans le cadre de gestion de crise cyber. Voilà. Donc, et ça monte à une entreprise sur trois pour les grands groupes. Voilà, deux chiffres clés en janvier 2026. Ok, très clair. Thierry, vous m'expliquiez que l'enjeu sur les structures qui étaient plutôt de type PME et ETI, c'était avant tout d'expliquer quelle était la capacité de l'assurance cyber pour être un allié supplémentaire à justement cette gestion de risque. Quelle approche vous prenez par rapport à cette capacité-là? Quel exercice presque d'évangélisation vous devez engager également? Parce que forcément, quand on est une petite structure, le risque cyber est déjà quelque chose d'immatériel, peut-être probable, etc. C'est déjà un élément difficilement mesurable, et l'assurance cyber est peut-être aussi un élément un peu complexe à appréhender. Comment vous voyez ça et quel regard vous portez spécifiquement sur ce secteur des PME et des ETI? Alors nous, effectivement, sur les PME ETI, on est loin des 71% de taux d'équipement et quasiment 100% dans les grands comptes. Je pense que Luc pourra le confirmer. Donc on est plutôt aux alentours de 10-15% maximum. Donc c'est vraiment assez faible. Par contre, c'est un marché qui est très dynamique, qui augmente. En tout cas, les derniers chiffres en 2024, il y a 30% d'augmentation du portefeuille sur cette cible-là. Mais ça reste très faible en fait. Quand on mesure ça par rapport à l'économie, au nom d'entreprise, c'est très très faible. Alors c'est très faible pourquoi? Parce qu'en fait, il y a encore énormément de besoins de sensibilisation des dirigeants d'entreprise, qui effectivement, déjà qui prennent conscience que c'est le risque numéro 1 et qui sont la cible numéro 1 aujourd'hui. C'est les TPE, PME sont dans les cibles numéro 1. D'expliquer c'est quoi les modes opératoires, c'est quoi les impacts. Et en fait, nous, on chiffre très clairement les impacts. Typiquement, le ransomware, qui est l'attaque la plus compliquée pour une entreprise, pour une PME, c'est 16 jours d'impact sur l'activité. Nous, on l'a quantifié sur notre portefeuille. C'est 6 jours d'arrêt suivis de 10 jours de reprise progressive. Donc, c'est très, très lourd comme impact. On a des impacts aujourd'hui de responsabilité du dirigeant. Aujourd'hui, il y a effectivement des législations. Donc en fait, c'est un risque stratégique. Et nous, on doit expliquer aux dirigeants que c'est un risque stratégique et qu'il faut le traiter en priorité. Alors comment on fait pour ça?
On fait beaucoup de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va dans les territoires. Moi, je fais beaucoup de réunions, aller à la rencontre des dirigeants, leur expliquer tous les éléments que je viens de vous dire. C'est très important. Former aussi notre réseau d'intermédiaires, parce qu'on passe par des agents, par des courtiers, donc c'est important qu'eux aussi passent le bon discours auprès du dirigeant, de mettre le risque en haut de l'échelle des risques et de le traiter. Et puis après, c'est l'offre. Et donc, l'offre aujourd'hui assurantielle a beaucoup évolué. On en parlait avec Didier juste avant. Et aujourd'hui, on est sur des offres pour les PME qui sont packagées et qui permettent d'accompagner un dirigeant, de le prendre en main dès le début, dès la prévention, effectivement, avec des solutions qui sont intégrées directement dans le contrat. On parle de scan de vulnérabilité, on passe de plateformes de sensibilisation. Il y a aussi l'assistance, qui est le deuxième élément très important d'un contrat, et dire à un dirigeant, mais qu'est-ce que vous faites, le mettre en situation, vous avez une cyberattaque, vous faites comment, vous appelez qui? Là, l'assistance va répondre à ce sujet-là. Et puis, bien sûr, après, il y a l'indemnisation, le transfert de vie, la prise en charge des éléments financiers qui sont des conséquences financières qui sont très lourdes et qui protègent l'entreprise d'une défaillance. Donc, voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut expliquer à un dirigeant d'entreprise. Il y a encore beaucoup de travail à faire de sensibilisation. Moi, j'en fais en permanence toute la semaine et toute l'année, en fait. Ok, très clair. Luc, peut-être du coup, si le secteur d'activité est plutôt concerné sur les grands comptes, l'exercice de sensibilisation est peut-être moindre, puisque peut-être que le risque est plus facilement perçu ou mesuré, ou il y a peut-être un peu plus d'éléments simplifiés de ce volet-là. Néanmoins, vous me disiez dans la préparation de cette table ronde que c'est un marché qui bouge beaucoup, l'assurance cyber, une volatilité sur les primes, sur les éléments de couverture, etc. Est-ce que vous pouvez nous éclairer aussi sur la façon dont vous voyez l'évolution de cette pratique de la cyberassurance sous votre regard? Dans l'angle des grands comptes, c'est effectivement très différent, parce que comme tu le disais, on a un taux de pénétration qui doit avoisiner les 100% sur les grands comptes. Ils sont assurés aussi depuis plus longtemps, donc ça a vraiment démarré aux alentours des années 2010-2015, donc il y a un peu plus d'historique là-dessus. Mais ce qui est particulier sur ce marché, c'est que c'est un marché qui a une volatilité qui est terrible, qui est pas loin d'être insoutenable. Alors insoutenable aussi bien pour les assurés lorsque le marché est dur et que les primes augmentent, qu'elles sont multipliées par 2 ou par 3, que ça devient insoutenable aussi pour les assureurs lorsque le marché est extrêmement soft, ce qui est le cas maintenant depuis 2-3 ans, où on a un volume de primes finalement qui baisse énormément. Et cette volatilité du marché, elle s'explique un petit peu par la jeunesse du marché. Donc au début, pour les grands comptes, ça attire beaucoup d'assureurs, donc il y a pléthore d'offres. Et lorsqu'il a fallu, il y a une grosse série de gros incidents cyber dans des grands comptes sur les années 2021-2022, avec des sinistres en France qui dépassaient plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc il a fallu payer les sinistres à ce moment-là. Donc les assureurs qui sont sérieux sont restés et les autres sont partis en courant. Maintenant, ils reviennent parce que la maturité des grands comptes s'est énormément améliorée. Donc ils sont beaucoup plus proactifs, ils sont beaucoup plus résilients face à la menace cyber. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a encore un gros travail à faire. Alors, pas de la sensibilisation dans le sens informé sur ce qu'est l'assurance, mais il y a beaucoup d'échanges que l'on a aujourd'hui sur le partage de la connaissance, en fait. Quand vous avez un assureur qui a une implantation globale, ce qui est un peu le cas de Beazley, on apprend énormément de choses avec les sinistres qu'on gère, parce qu'on a géré un peu plus de 30 000 sinistres dans le monde. Et donc, en fait, toute cette connaissance qu'on acquiert en gérant des sinistres, on va la partager justement avec nos assurés, donc et particulièrement les grands comptes, pour leur montrer, en fait, globalement, malgré tout ce que vous pouvez faire en prévention, en gestion de risque, le risque est toujours réaliste, est toujours réalisable. Donc, on vous donne des retours d'expérience, comment ça s'est passé, comment on peut le gérer. Je vais compléter le propos, c'est que finalement, quand on regarde l'année 2025, en volume, il y a moins d'incidents, mais par contre, ça tape dur. Quand je dis ça tape dur, c'est-à-dire qu'en impact sur les activités de l'entreprise, ça a un impact significatif. Donc, c'est très utile. Disons que dans le panel, je dirais, de l'arsenal que l'on a pour faire face à la cybercriminalité, il y a bien entendu cette notion de cyberassurance. Pour quelle raison ? Quand on est face à cette gestion de crise, on ne peut pas s'en sortir seul. Il faut faire appel à des professionnels. Et donc, en souscrivant ce genre je dirais, à la police d'assurance cyber, on peut avoir accès à l'appui juridique, de communication, de gestion de crise et bien sûr un appui technique. Ça ne s'improvise pas de faire appel et de gérer des cybercrises. Donc c'est pour ça que c'est très très utile dans l'arsenal de protection de faire face aux cybercrises.
On en reparlera tout à l'heure sur justement le cycle de vie justement des éléments d'assurance, ce qui nous permet aussi d'accueillir du coup l'ANSSI Mathieu. Bonjour Mathieu Couturier, pas de problème. Justement, si on prend le cycle de vie des éléments d'assurance, la première étape va être la souscription. Quand je parlais tout à l'heure de la terminologie différente, dans la manière d'évaluer une posture de sécurité, etc., il y a déjà un premier sujet qui est de dire quels sont les critères qui permettent de déterminer si mon souscripteur est à risque et de quelle manière et quels sont les enjeux et les impacts sur son métier. Je pense que vous avez chacun vos méthodologies. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer, Thierry, finalement, quelle est l'approche que vous abordez pour être capable de dire, bah, tiens, j'ai un prospect qui me pose la question de me dire, bah, comment je peux couvrir mon risque cyber en complément avec une police d'assurance? Quelles sont les métriques, les indicateurs qui permettent de révéler ma posture de sécurité et qui permettraient de rendre compte finalement d'une situation pour vous qui puisse être mesurable? Alors, il y a deux approches, hein. Effectivement, l'approche qui concerne la PME, la petite entreprise, hein, donc, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, on va être très simple, très basique, hein. On est sur un questionnaire qui fait 7 questions, donc on ne peut pas faire plus basique. C'est vraiment la base de l'hygiène informatique et qui va permettre de voir est-ce que l'entreprise elle a un socle minimum pour pouvoir effectivement être assurée quelque part, avoir ce socle de base. Donc c'est un côté aussi primo-diagnostic pour une entreprise petite, c'est de se dire mais est-ce que j'ai la base de la base en cybersécurité? Est-ce que j'ai ça? Et donc ça permet beaucoup de pousser des messages pédagogiques. On a même rajouté dans notre questionnaire une annexe en fait qui permet de détailler ces 7 points, le pourquoi on les demande et le comment. Donc on est vraiment dans de la pédagogie pour les PME pour effectivement s'assurer, mais il faut un socle pour avoir accès à l'assurance. Après, les ETI, c'est différent. On va être sur un questionnaire qui est plus complet. Bon, pas une trentaine de questions. Là, on va être assez proche finalement du référentiel des mesures, des cartes de mesure de l'ANSSI. Hein. On va être là-dedans. Et de se dire, bah, ces gens, là, on va plus dans le détail finalement. Et on va, au-delà de 200 millions d'euros, faire un entretien avec le RSSI qui va compléter l'analyse et qui va permettre d'échanger, surtout pas être dans l'échange. Questionnaire, c'est rarement ni blanc ni noir, c'est souvent parfois gris. Hein. Et donc discuter, comprendre la roadmap, la stratégie. Et donc vraiment cet échange est très intéressant pour analyser le risque, mais aussi pour être dans le contact. Je pense qu'on en parlera après avec l'assuré, qui est très très important dans l'échange. Et tout ça est complété d'un scan de vulnérabilité externe. Alors là, on est sur les mesures organisationnelles, hein, ce qu'on vient de dire, ces questionnaires. Le scan va permettre de voir l'exposition aux vulnérabilités externes. Donc là, nous, on fait un scan à bord de Cyber. Et pour les PME, c'est un côté très pédagogique, parce que la PME va se dire « Ah, alors là, c'est une photo à l'instant T, on me montre comment je suis exposé sur Internet. » Et donc, ça permet aussi de lancer cette dynamique de sensibilisation. Typiquement, entre un scan basique, qu'on appelle basique, hein, c'est la note mauvaise, et un scan avancé, la probabilité d'avoir une cyberattaque, elle est x5. Donc ça, c'est documenté. Donc pour le coup, ça montre effectivement une PME ou une entreprise un peu plus grosse qu'elle est exposée à une probabilité de cyberattaque supérieure de par son exposition sur Internet. Ok, très clair. Et justement, si je me retourne sur la position plutôt de l'ANSSI, de l'autorité, finalement, en regardant à la fois ce panorama autant du côté de l'assurance cyber que des souscripteurs, comment vous voyez finalement l'opportunité de proposer quelque chose qui permettrait de simplifier l'adhésion, les critères? Quel est le regard finalement que vous pouvez porter sur la capacité pour finalement compléter sa posture de gestion de risque avec ces produits de cyberassurance? Quels sont les éléments qui vous semblent être un levier pour finalement aider l'écosystème à pouvoir compléter leur posture de gestion de risque? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous, et vraiment désolé pour mon montage, j'étais en plénière juste avant et donc j'ai un petit décalage de planning. Merci pour l'organisation de la table ronde. C'est un sujet qui est très intéressant et très important pour nous au niveau de l'ANSSI sur la cyberassurance, tout simplement parce que il faut souscrire à des cyberassurances, que c'est un outil qui va permettre de couvrir le risque résiduel. Et pour nous, c'est vraiment clé. Notamment pour des PME, c'était évoqué, parce que l'enjeu pour une PME, c'est sa solvabilité, c'est sa soutenabilité économique. Et donc ça, il y a un moment où, si elle n'a pas de produit d'assurance qui l'aide à assurer cette survie économique en cas de cyberattaque, ça ne fonctionne pas. On voit également que, et à l'aune des panoramas de la menace qu'on sort régulièrement, et on fait toujours écho à l'étude de l'AMRAE sur Lucie, parce que ça nous a permis d'avoir un regard intéressant sur la partie souscription. On voit qu'il y a
le rehausse de niveau de sécurité, le jeu collectif qui est fait, les réglementations aident vraiment à rehausser le niveau de sécurité. Et ça, c'est indéniable. Et ça nous permet véritablement qu'avoir des produits d'assurance qui vont vraiment être en reflet de ça. Ce qui est important avant tout, c'est de se sécuriser. Enfin, c'est ça qui compte. Et les PME qui est le prochain challenge, parce que je pense que les grands groupes notamment sont bien couverts et je pense qu'elles ont moins de difficultés aujourd'hui. Mais l'enjeu collectif de demain, c'est les PME, c'est la supply chain. Les ETI également, peut-être dans une moindre mesure, mais vraiment c'est ça notre enjeu collectif. Donc, ces PME-là, elles ont un texte qui arrive, pas que PME d'ailleurs, ce qui est NIS 2. On a sorti le référentiel RECIF très récemment, la semaine dernière, à ce sujet, qui nous permet d'avoir une grille de lecture commune, parce que ce dont ont besoin les PME, c'est, au-delà d'être sécurisées, c'est de pouvoir valoriser leur cybersécurité pour en faire une vraie initiative marché. Elles ont besoin de montrer que être conforme pour être conforme, pour des PME, ça ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, on est entre nous, mais ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas ça qui va les inciter. Donc en fait, elles ont besoin de démontrer que ça fonctionne, qu'elles peuvent gagner des marchés, ouvrir des portes, peut-être faciliter l'obtention d'une cyberassurance, favoriser l'obtention d'un crédit, etc. etc. Et ça va être un enjeu, et RECIF a été construit pour ça, au-delà de NIS 2, de véritablement avoir une grille de lecture commune pour simplifier les règles du jeu. On a besoin de simplifier les règles du jeu, on a besoin d'avoir une vision commune et d'éviter toujours de superposer les textes, les référentiels, la vision différente, parce qu'en fait, au final, tout le monde demande la même chose. Mais comme tout le monde le demande de façon différente, en fait, ce qui fait que ça multiplie les exigences, la façon de reporter, la façon de répondre à l'assureur, la façon de répondre à son donneur d'ordre, etc., etc. Donc on a besoin d'utiliser RECIF comme colonne vertébrale, et donc NIS 2 dans son ensemble comme colonne vertébrale de la sécurisation dans son identité, et donc de facto que les assureurs s'en saisissent également pour pouvoir faciliter les grilles de lecture. Donc c'est une véritable opportunité qu'il faut se saisir, et c'est une véritable opportunité également pour accompagner le développement du marché. Le marché est soft aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez parlé avant, mais en tout cas aujourd'hui le marché est plutôt soft, parce que l'accès est facile pour les PME à des produits d'assurance. Ça a été évoqué, quelques questions pour accéder. Il faut juste faire attention à l'illusion de la sécurité à travers un produit d'assurance. Il faut éviter une situation où on se retrouve avec des vulnérabilités critiques majeures, d'avoir un marché qui se retourne, d'avoir des milliers de PME qui se retrouvent impactées par une cyberattaque, et donc d'avoir un dépassement de capacité en fait, de pourcent de remboursement sur le marché. Et donc les assureurs ont aussi une responsabilité d'accompagner en fait, la sécurisation des PME, parce qu'elles ont un acteur de terrain qui va permettre d'aider à rehausser ce niveau de jeu. Et donc, et on le voit, de plus en plus d'assureurs proposent des produits d'accompagnement, indépendamment de la réponse à l'incident et à la gestion de crise, mais également on va être en proposition pour faire des audits, faire des analyses de risque, accompagner en tout cas tout le déploiement de services qui va aider les PME à vraiment rehausser ce niveau de jeu. Et en ça, tous les produits, services qualifiés que propose ANSSI peut être une aide aussi pour avoir des produits de confiance, des services de confiance sur lesquels les assureurs peuvent s'appuyer. Au final, pour les PME, je pense qu'aujourd'hui, et dans l'année 2026-2027, on va avoir un panel de services, de produits qui vont être mis à disposition, de grilles de lecture partagée qui va être mis à disposition de l'écosystème et des assureurs comme acteurs éminents de la maîtrise du risque et d'accompagnement des PME. Ils doivent s'en saisir pour aider les PME à bien eux-mêmes s'en saisir. Donc il faut nous aider à les aider. Et en complément justement de votre réponse, une petite question autour de peut-être la labellisation possible de police d'assurance sous le regard de l'ANSSI. On sait que c'est des éléments qui existent par exemple sur la partie test d'intrusion avec PACI, les éléments de SOC notamment, etc. Quelle est la position, quel est le regard de l'ANSSI sur le fait de dire est-ce que ça fait sens ou pas de qualifier, labelliser des produits avec une couverture particulière, justement pour certains marchés peut-être qui ont besoin d'une compréhension ou en tout cas d'un périmètre déterminé? Je pense qu'il faut faire attention à ne pas tout vouloir labelliser, et c'est une tentation qui peut... mais voilà, je pense que c'est une fausse bonne idée. Je pense que ce qui est important, c'est de mettre en place un peu le backbone qui va aider en fait après aux acteurs de marché de s'en saisir et de les utiliser et de les déployer, de développer, de les approprier aussi pour en fait avoir un peu cette
cette grille de lecture commune. Je pense que c'est avoir cette taxonomie commune. C'est quand on parle de cybersécurité pour une PME, quand on parle de cyberattaque, quand on parle d'incident, quand on parle d'attention. En fait, tout ça, ça veut dire quoi concrètement? Une PME, elle n'y comprend rien. Hein. Enfin, je pense qu'on est peut-être tous convaincus dans cette salle. Quand on a construit Récif, on est parti voir des PME, on a passé du temps dans les territoires, on a rencontré des PME qui seront assujetties à Nice de demain. Elles ont même pas, parfois c'est la personne de l'accueil qui faisait la cybersécurité en même temps que l'informatique, et elles ont 15 minutes par an à y accorder. Donc en fait, la réalité sur le terrain, elle est celle-ci. Donc en fait, l'enjeu, c'est pas de labelliser, etc. L'enjeu, c'est que parce que de toute façon, personne n'y comprendra rien si on comprend à labelliser en fait des cyberassurances. Par contre, l'enjeu, c'est que les assureurs utilisent ce qui est fait dans le backbone pour pouvoir le valoriser, le porter et d'avoir un tout cohérent. Et bien sûr, avoir cette liberté aussi des assureurs de pouvoir utiliser tout ce cadre-là, et des courtiers aussi, tout ce cadre-là avec en fonction de ses besoins, de son appétence au risque et de leur modèle actuarial. Mais en tout voilà, c'est l'enjeu collectif, il est là aujourd'hui, c'est de se saisir de tout ça, parce que tout existe, ou en tout cas tout va exister prochainement pour pouvoir débloquer la situation dans laquelle on est. Je voudrais rebondir sur un propos. Je vais vous confier, moi, les fichiers Excel de l'urticaire. Et donc, je connais Thierry Luc. J'aimerais qu'au-delà d'un questionnaire, c'est finalement la police d'assurance ou l'assureur, c'est surtout l'accompagnement. Et donc, ça peut être intéressant de creuser ces éléments-là, parce que le jour où on veut appeler son assurance, quel numéro, comment ça s'organise dans la gestion de crise. Donc ça ne s'improvise pas. Donc du coup, dans le récurrent, je me fais à la place de ton travail, Christophe, c'est ce récurrent-là qu'il est important de préciser aujourd'hui. Oui, tiens. Allez, j'y vais. Vas-y. Je pense que oui, en fait, dans le monde de l'assurance, la cyberassurance est une ligne, je dirais, d'assurance qui a été au-delà du métier simple, principal de l'assureur. Le métier principal de l'assureur, c'est de rembourser, c'est de payer des sinistres et tout. Et dans le monde de la cyber, tout le monde s'est retrouvé face à la même chose, qui est sur un risque qui est extrêmement évolutif, qui est extrêmement changeant, qui n'a pas de tronc commun absolument véridique et véritable partout. Si par exemple vous regardez dans l'assurance incendie, vous pouvez facilement voir qu'une usine construite en béton ne brûlera pas, une usine construite en bois, elle brûlera. En cyber, vous n'avez jamais ce type de certitude. Donc effectivement, il a fallu aller au-delà en disant, OK, le métier de l'assureur, c'est de rembourser les sinistres. Mais après, on s'est rendu compte assez rapidement qu'effectivement, il n'y a pas de risque aujourd'hui que les entreprises se disent, OK, je suis assuré, donc j'ai plus besoin de faire autre chose, parce qu'on se rend bien compte que l'assurance en tant que telle, c'est insuffisant. Par contre, c'est effectivement cette combinaison. Et la combinaison, c'est effectivement le remboursement des sinistres, mais c'est aussi l'accompagnement en gestion de crise et toute la partie prévention. Et du coup, toute cette partie prévention et accompagnement en gestion de crise, elle est extrêmement importante parce que c'est là où il y a un vrai apport de valeur à l'assuré, à l'entreprise, en disant, alors après, chacun va se baser sur son expérience propre. En tant qu'assureur, nous par exemple, Beazley, on a un assureur mondial, donc on a une expérience qu'on a acquise de par le monde, à peu près partout. Donc on sait que par exemple, pour aller traiter une réclamation aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire ça de la même façon que vous allez traiter une réclamation en France, parce que les lois ne sont pas les mêmes, les règles ne sont pas les mêmes, la mentalité est différente, etc. Donc ce qui est effectivement important dans le partage en fait de la connaissance et le partage de la fonction, c'est de dire qu'on puisse faire, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on permet à nos assurés d'accéder en fait non seulement à des services avec Beazley Security, où ils peuvent avoir soit des outils à des prix préférentiels, soit de l'accompagnement, des missions même, on peut faire des audits, on peut faire des tabletops, faire des exercices de gestion de crise, et ça a énormément de valeur, parce qu'effectivement, quand il y a une crise, l'entreprise qui ne sait pas ce qui se passe, s'il n'a jamais été préparée, c'est une vraie catastrophe. On s'en rend compte dans les sinistres qu'on a gérés. Les entreprises qui sont préparées à gérer une crise, elles gèrent le sinistre beaucoup mieux, elles gèrent la crise beaucoup mieux. Donc c'est vraiment les aider à se préparer, et surtout, le moment où le sinistre ou la crise arrive, il faut garder la liberté de proposer à l'entreprise, dire on peut vous accompagner, on va vous aider, on peut mettre à votre disposition des ressources, mais il ne faut pas tomber dans l'extrême de l'autre côté en disant à l'entreprise, OK, si vous avez une crise, vous devez faire ça avec mes partenaires ou mes prestataires. Non, il faut leur proposer de la ressource, il faut leur proposer de la connaissance. C'est extrêmement important de savoir que
ça c'est pour faire réagir Mathieu, de savoir que quand vous avez tel type de ransomware, vous pouvez négocier ou vous ne pouvez pas négocier, mais c'est extrêmement important de partager cette connaissance aussi bien dans la crise qu'avant. Et pour la partie PME, effectivement, comme on disait, il y a des prérequis. L'assurance ne peut pas remplacer un prérequis. Donc, de toute façon, il faut un minimum de socle et c'est important. Et après, l'accompagnement est très important parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas de connaissances d'ouverture à un écosystème. Donc, il y a des services aujourd'hui intégrés et il y a aussi tout un écosystème qui leur est ouvert avec des tarifs négociés et des prestataires négociés. Et c'est vrai que nous, on a tendance à s'appuyer assez sur les labels, notamment l'ANSSI, etc., qui est quand même un gage de qualité pour ces prestataires. Et sur le côté souverain aussi, parce qu'effectivement, voilà, aujourd'hui, on essaye d'apporter cette solution-là, et on voit que c'est un écho auprès des entreprises aujourd'hui de se dire effectivement, voilà, je suis dans un écosystème souverain, il y a des normes, alors non, le récif, il va probablement inspirer notre futur questionnaire pour les ETI, c'est normal, et si on parle tous le même langage, si on est à peu près dans un écosystème, bah, nos clients, ils se protègent, c'est une chose, mais aussi ils rentrent dans de la conformité. Et pour une petite entreprise, c'est très important, c'est-à-dire de montrer à ses donneurs d'ordre qu'il est conforme, montrer à ses banquiers qu'il est conforme, montrer à ses actionnaires, etc. Et donc, on rentre aussi dans cette dynamique. Il n'y a pas que se protéger, il y a aussi apporter de la conformité et développer son business et développer son entreprise dans la durée. En fait. Oui, sa maturité cyber qui peut être capable d'évaluer à travers de votre rôle, on va dire, en acteur externe, mais également l'aider à grandir sur ce volet-là, étape par étape. Dans le propos de Mathieu, il est très important, en complément de la police d'assurance cyber, il faut baliser le chemin vis-à-vis des dirigeants de PME et d'ETI. Donc c'est important, ça passe par récif. En fait, on balise. Voilà, c'est de dire en gros, c'est comment on complète les polices d'assurance avec bien sûr de la protection, de la prévention. Et donc c'est important de voir, et c'est pour ça qu'on travaille avec l'ANSSI pour travailler, pour baliser ce chemin-là. Et il faut poursuivre là-dessus. Parce que le dirigeant de PME, il sait prendre des décisions, il en prend tous les jours. Hein, et la situation aujourd'hui économique est très difficile. Et donc il est important d'attirer son regard et son attention et du coup comment déclencher des moyens pour qu'il puisse se renforcer compte tenu de ces enjeux de PME pour la cybersécurité. Dans la continuité de ce que tu viens de dire, Didier, en fait, il y a aujourd'hui pour aider à baliser, on travaille à la création d'une certification en lien avec NIS 2, qui sera dédiée pour les PME, pour les petites structures. Parce que ces structures-là ont besoin, ce que je disais, un peu de cette market initiative d'enjeux business, de valoriser, et pas de la conformité ne peut pas être le seul levier. Et donc, le fait de pouvoir aider les dirigeants en disant, en fait, j'ai une certification qui va démontrer que j'ai fait quelque chose en cybersécurité et que dans le cadre de Récif, c'est le premier niveau, le niveau EI, ce qu'on appelle le niveau modéré, qui montre que j'ai quand même des premières mesures d'hygiène de cybersécurité qui ont été mises en œuvre. Ça permet d'être reconnu par un tiers de confiance qui vient attester qu'il y a bien cette sécurité réelle. On ne parle pas d'un SMSI, de l'ISO 26000, on parle vraiment de mesures de sécurité réelles dans les systèmes, donc preuve de confiance dans ce qui a été fait. Et qui permettra aux donneurs d'ordre, aux assureurs, de s'assurer que quand ils ont un client qui arrive, un fournisseur ou autre, au moins je m'assure qu'il y a un premier niveau de sécurité qui a été mis en œuvre. Et ça va créer de la confiance. Donc ça va être un enjeu qu'on va là-dessus, Cézanne contribue avec nous à la réflexion, mais ça va permettre de baliser comme ça le chemin pour les prochaines années. J'aimerais qu'on réalise, dans le propos de Thierry, il a parlé de ransomware. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise confrontée, Luc, pardon, excuse-moi. On est confronté, lorsqu'une entreprise est confrontée à un ransomware, il y a une notion de l'entreprise est complètement ostracisée. Elle est isolée. Donc ça, c'est un élément qu'il faut appréhender, c'est-à-dire que tout son écosystème, réflexe cyber, on l'isole. Et c'est hyper compliqué après de réouvrir le service. Il faut montrer patte blanche, il faut expliquer comment l'entreprise a traité, je dirais, la crise cyber. Et le deuxième élément, c'est finalement, c'est comment on l'accompagne dans cette réouverture. Ça ne s'improvise pas. Donc c'est hyper important d'avoir cet accompagnement via une police d'assurance cyber avec un partenaire de prestataires référencés au niveau de l'ANSSI via des labels pour pouvoir obtenir cette réouverture. Et puis n'oubliez pas, ça c'est plutôt côté BNP Paribas, on a cette stat, quand une entreprise vit une cybercrise, dans 50% des cas, il y a des tentatives de fraude. Voilà. Quand une entreprise, on la voit, est à terre, systématiquement, 50% des cas,
il y a une tentative de fraude parce que l'entreprise est obligée d'adapter ses process, parce qu'elle est à plat au niveau de système d'information. Et donc, systématiquement, il y a des tentatives de détournement d'argent. Rajouter 2 mots sur l'assistance, que c'est vrai que c'est fondamental pour une PME, c'est de se dire j'ai un numéro d'urgence 24/7 qui va permettre d'apporter toutes les compétences à l'entreprise. Et ne sont pas que techniques. On a parlé de la réponse à incident, mais il y a des sujets de communication, des sujets de conformité, des sujets juridiques. Il y a même des sujets psychologiques. Effectivement, nous, dans notre assistance, on a rajouté du support psychologique, parce que le dirigeant d'une PME qui est impacté par une cyberattaque, c'est équivalent à un stress post-traumatique. C'est extrêmement élevé, et également pour ses salariés. Donc c'est une couverture, je dirais, globale de la gestion de la crise, mais qui n'est pas que technique. Très clair. Et je voulais revenir sur un point que Luc a évoqué, mais pour chatouiller un petit peu, je pense que c'est un sujet que l'on peut évoquer. Qu'est-ce que la police d'assurance couvre? Très bien, le sinistre, l'impact direct. J'ai compris que potentiellement, on parlait de négociation. C'est quoi le rôle de l'assureur dans tout ça? Et est-ce qu'on peut éclaircir ce point? Déjà, on va bien éclaircir ce que la police d'assurance couvre. En fait, la police d'assurance couvre, et la première chose, c'est qu'elle couvre en fait toutes les typologies d'impact financier que va subir une entreprise à la suite d'une crise. Donc on parle aussi bien des frais qu'elle va engager, de toutes les dépenses qu'elle va engager. On va parler de perte de chiffre d'affaires, effectivement, si l'activité de l'entreprise est ralentie ou arrêtée. Et ensuite, un dernier volet qui est toute la partie, ce qu'on appelle réclamation, c'est-à-dire le fait que l'entreprise ait subi une cyberattaque, des tiers, ça peut être ses clients, ça peut être d'autres personnes, peuvent subir un dommage et après se retourner pour aller chercher la responsabilité de l'entreprise. Donc l'assurance cyber, en fait, elle couvre tous ces 3 postes. Les frais, les pertes les chiffres d'affaires qui n'ont pas été réalisés et les réclamations. Après, effectivement, il y a des débats, notamment sur le sujet des rançons. Est-ce que c'est assurable ou est-ce que c'est pas assurable? Il y a des gens très intelligents qui ont réfléchi. Il n'en est pas sorti de réponse ferme et claire. Aujourd'hui, il n'y a rien qui dit si une rançon est assurable ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer de rester dans notre rôle. Le rôle d'un assureur, c'est très important parce qu'on parle beaucoup de référentiel. On a parlé de dire est-ce qu'il faut qu'il y ait une labellisation, est-ce qu'il faut que les assureurs travaillent qu'avec des gens qui sont certifiés ANSSI, etc. Le rôle de l'assureur, c'est d'accompagner. Et donc on n'est pas là pour imposer, on n'est pas là pour aller dire on est faiseur de la loi, c'est pas nous qui faisons la loi, on n'est pas là pour dire ne faites pas ça parce que vous ne respectez pas la loi. On n'a pas le rôle de policier non plus. Notre rôle, il est juste d'assureur, donc c'est d'accompagner l'entreprise. Donc on va l'accompagner sur le sujet des rançons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à une entreprise, vous avez un ransomware, ok, on va regarder un petit peu. Des ransomware, il y en a plein d'entreprises qui en ont eu dans le monde. Et on arrive à peu près à identifier les groupes de rançonneurs. Donc derrière, on sait un peu ce qui va se passer selon les groupes de rançonneurs. Donc on va donner à l'entreprise en fait l'ensemble des informations disponibles pour savoir par exemple est-ce que ce groupe est un groupe de rançonneurs qui est connu et identifié sous sanction. Et dans ce cas-là, attention, si jamais vous décidez de payer la rançon, vous risquez d'avoir des problèmes légaux parce que vous serez exposé à ce risque-là. Donc on n'est pas là pour juger est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal. On n'est pas là pour dire attention, vous n'avez pas le droit de faire ça ou vous avez le droit de faire ça. On est là pour dire le maximum d'informations. On va dire ok, ce type de groupe-là, on peut raisonner, on peut essayer de les raisonner ou on peut ne pas essayer de les raisonner. Mais on va jamais dire, et ça c'est absolument fort, on ne va jamais dire à un assuré qui subit un ransomware, on va jamais lui dire vous devez payer la rançon, ou alors on va jamais lui dire vous ne devez pas payer la rançon. On va lui donner toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse prendre sa décision. Et vous avez des entreprises qui décident en disant de toute façon, par principe, nous ne payerons jamais. Et on dit on vous suit, on va vous accompagner dans cette décision et on va vous donner les moyens, on va vous apporter le maximum de ressources et d'outils pour que vous puissiez aller au bout de votre propre décision. Donc c'est important de savoir que, et il y a d'autres sujets, mais on ne va pas forcément en parler, où le rôle de l'assureur, ce n'est pas de faire respecter la loi. Le rôle de l'assureur, c'est d'apporter un financement et d'apporter des services en prévention, en gestion de crise, et on reste dans notre rôle. C'est clair. Oui, l'approche est un petit peu différente en tout cas sur ce point-là chez nous. L'idée, c'est de dire qu'effectivement, surtout l'objectif n'est surtout pas payer la rançon, parce qu'effectivement, au-delà du fait d'alimenter un système cybercriminel, il y a aussi, si on rentre aussi dans un système de négociation et de paiement, et si on paye, la capacité que les surattaques en tout cas se reproduisent. Donc, ne pas payer la rançon, c'est le mot d'ordre. Et donc quelque part, arriver chez nous, c'est une option quelque
quelque part, hein, et sur des prérequis techniques. Donc, c'est-à-dire que, et on ne pousse surtout pas à la souscription de cette option. Et c'est de se dire, on va épuiser toutes les capacités techniques pour remettre le système en état. Et la rançon est dans les faits une extrême quelque part. Enfin, c'est si rien n'est possible, d'activer uniquement ça. Mais dans les faits, c'est un non-sujet parce que nos entreprises ont des prérequis, comme j'ai dit précédemment, et donc elles sont censées avoir une sauvegarde déconnectée. Donc à partir du moment où j'ai une sauvegarde déconnectée, qu'elle est testée, quel est l'intérêt de payer la rançon? C'est aucun. Donc voilà, c'est plutôt notre approche, nous, à ce sujet. Juste pour revenir, c'est effectivement l'objectif de l'information qu'on apporte, de dire que en fait, payer une rançon, ça ne résout rien. C'est pas ça qui va réparer vos problèmes, c'est pas ça qui va vous garantir que les informations ne seront pas divulguées, c'est pas ça qui va vous garantir que vous allez récupérer. Donc, au final, la stratégie et la décision, elle est la même. De payer la rançon, ça ne sert strictement à rien. Vous allez avoir des moments où il y a certaines entreprises qui vont dire pour une raison X ou Y, je vais payer. Mais ils payent, c'est leur décision. Mais ça fait partie de l'information de dire vous n'avez pas intérêt à payer et ça ne vous sert à rien de payer. Et ce que vous disiez tout à l'heure en disant que la plupart des entreprises qui ont été attaquées ont subi des fraudes derrière, c'est la même chose sur les ransomware. La plupart des entreprises qui ont eu des ransomware et qui ont payé les rançons, ils s'en prennent d'autres derrière. Donc de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à la payer. J'ai une petite anecdote parce qu'effectivement, je me déplace dans toutes les régions et j'ai un dirigeant d'une PME qui m'expliquait que, parce que je parle souvent de la police d'assurance cyber, et puis je leur dis, vos sauvegardes. Voilà, s'il y a vraiment une mesure numéro 1 à mettre en place, c'est protéger vos sauvegardes. Il était tout fier et m'expliquait que tous les soirs, il ramenait ses sauvegardes à la maison, dans son coffre. Sauf qu'il est déposé sur le siège, chauffant. Ça lui a tué toutes ses sauvegardes. Donc au-delà des sauvegardes, bien entendu, il faut tester les restaurations. Voilà, donc quand on dit souvent il faut sauvegarder, protéger les sauvegardes, mais c'est aussi tester ces sauvegardes. C'est fondamental. Merci pour la précision. Est-ce qu'on peut rappeler la position de la ANSSI sur le sujet, quand bien même elle soit, je pense, partagée, mais je pense que c'est l'occasion de peut-être en profiter sur la position concernant les rançons. Je pense que la position est claire. On ne paye pas, il ne faut pas payer, il ne faut jamais payer. Pour toutes les raisons qu'on t'ait rappelées sur le fait d'alimenter les cybercriminels, alimenter les capacités, développer les capacités d'attaque des attaquants et de vous retrouver de nouveau ciblés ou que votre supply chain se fasse cibler derrière parce que si ce n'est pas vous et que c'est un sous-traitant, c'est le même résultat, même effet. Ce qui est important, on évoquait juste un point peut-être sur la négociation. La négociation peut avoir un intérêt pour gagner du temps. Pour savoir quel attaquant c'est, pas pour baisser, pour payer moins cher, mais véritablement gagner du temps. Et d'ailleurs, faites attention à qui fait des négociations, pour pas avoir des charlatans dont certains d'ailleurs se sont fait condamner récemment. Il y a eu un procès emblématique fait par le parquet J3 sur le sujet. Où en fait il y a des brigades spécialisées à la gendarmerie, à la police, du GIGN, du RAID, en fait, qui ont des acteurs spécialisés dans la négociation pour pouvoir justement vous accompagner correctement sur le collecte au final de renseignements, parce que c'est ça qui va nous intéresser, qui va permettre d'aiguiller, d'aider les défendeurs à savoir quel attaquant on a en face d'ailleurs. Donc c'est un point vraiment à garder en tête et jamais payer. Et pourquoi il ne faut jamais payer? Parce que si vous avez un produit d'assurance, oui, vous avez souscrit une police d'assurance que vous faites accompagner par un assureur qui vous aide à rehausser votre niveau de sécurité. En fait, passez du temps plutôt à faire les sauvegardes, à les tester, plutôt que vous dire c'est bon, je vais payer. Donc en fait, si tout l'écosystème fait correctement son travail, en fait, la question de payer la police d'assurance, enfin payer la rançon ne se poserait même plus parce qu'il n'y en a pas besoin, vu que tout le monde sera prêt à restaurer quand on aura une attaque cyber qui viendra perturber son activité. Je voudrais rajouter aussi, c'est que avec l'avancée des différentes techniques à base d'intelligence artificielle, c'est un carnage. C'est-à-dire que déjà, vous, en tant qu'individu, vous cliquez sur n'importe quoi en provenance d'Internet. Donc, je vous passe les phishing, le kishing à base de QR code, du smishing, du vishing. Bon, bref. Donc là, il y a quand même une montée sensible autour de la relation, je dirais, dans le digital, qui est très inquiétante, cette montée-là. Et tout ça pour dire que cette menace-là, on la minimise encore trop.
et sur lequel ça remet fondamentalement en cause la relation de confiance dans cet univers du digital. Et donc j'attire votre attention là-dessus, où là aujourd'hui, déjà c'était pas simple sur le phishing, mais alors là en ce moment, on se fait passer pour n'importe qui, y compris pour les banques, pour procéder à ces cyberfraudes. Oui, je veux juste éventuellement, mais pour parler, ce qu'on a parlé effectivement des sauvegardes et des choses, et ce qu'on a dit aussi au début de la table ronde, c'est qu'effectivement, il y avait des règles bases d'hygiène informatique qui sont vraiment des règles de base. Et en fait, c'est hyper important de s'en rappeler, de savoir que c'est important. Nous, on a constaté, par le nombre de sinistres qu'on a gérés dans le monde, que ces règles de base, il y en a toujours une de ces règles-là qui n'était pas appliquée lorsqu'il y a eu un sinistre quelque part dans le monde, aussi bien en France qu'aux US ou n'importe où. Et donc, en fait, c'est aussi important de le rappeler. Et effectivement, la sauvegarde, c'est hyper important. Mais la sauvegarde en elle seule, ce n'est pas suffisant. Il faut que vous ayez des sauvegardes qui soient effectivement protégées, donc soit déconnectées, soit bien protégées. Il faut aussi être sûr de pouvoir la réutiliser, donc il faut les tester. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous vos accès vers l'extérieur, il faut qu'ils soient protégés pour éviter qu'on rentre trop facilement. Donc aujourd'hui, la chose de minimum qu'il faut avoir, c'est que tous les accès de vos systèmes qui proviennent de l'extérieur doivent être protégés par des MFA. Vous avez le filtrage et le contrôle des emails. Est-ce qu'il faut contrôler toutes les pièces jointes, tous les liens qui arrivent dans les emails? Je suis sûr que je vais en oublier, j'en assiste des règles de base comme ça. Vous avez aussi... La mise à jour des logiciels. La mise à jour des logiciels pour lutter contre toutes les problématiques des vulnérabilités et des choses qui sont trop anciennes qu'il faut mettre à jour. Vous avez ensuite toute la partie surveillance des terminaux avec des EDR. Alors c'est non seulement surveiller pour savoir ce qui se passe, mais c'est surtout se garantir que quand on détecte quelque chose, ça réagit. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'avoir de la réaction automatique. Il faut activer ces systèmes de réaction automatique. Ou alors, il faut avoir des équipes qui sont sur le pont 24/24 pour pouvoir réagir en cas de... Donc je pense que c'est important aussi de rappeler ces notions de base qui, au final, même si je dirais, nous, on ne va aller pas regarder si l'entreprise elle est conforme à cette réglementation, mais en fait, si l'entreprise elle a respecté ces règles de base, elle est en conformité avec les différentes réglementations. Oui, je suis d'accord. C'est cette question qu'on pose pour une PME, c'est effectivement s'assurer que ce socle soit présent. Et après, il y a l'assistance. De toute façon, la cyberattaque arrivera un jour ou l'autre. C'est ça aussi le sujet, quel que soit le dispositif qui est mis en place. Mais c'est important de rappeler ces règles. C'est pas qu'une barrière de défense, c'est plusieurs. La sensibilisation aussi des salariés est très importante de l'entreprise, parce que c'est une porte d'entrée qui est très importante. Et à partir de là, on a un certain niveau de protection, mais qui reste de toute façon, avec les attaques développées par l'IA, de toute façon, l'attaque va arriver. Donc il faut aussi s'y préparer et l'anticiper quand je suis une PME, même avec ce dispositif présent. L'avantage, c'est qu'une PME qui sera conforme NIS 2, qui aura la certification qui prouve son niveau de sécurité, elle pourra peut-être avoir un discount sur sa police d'assurance, non? Pour avoir un quoi? Je n'ai pas entendu. Un discount. Remise Sur sa police d'assurance. Discount. Après, effectivement, c'est l'idée d'une entreprise ait un niveau de sécurité qui est très... Alors, le récif, il est quand même assez élevé. Alors, je ne sais pas, pour une PME d'une petite taille... Ça va être pour une PME de 52 personnes. Voilà. Alors en dessous, c'est pas concerné par NIS 2, mais en tout cas la PME de 50 personnes qui doit appliquer le référentiel EI modéré a été construit avec les PME pour permettre d'avoir quelque chose de soutenable économiquement et réaliste d'un point de vue technique pour lutter contre la menace systémique des cybercriminels. Et donc normalement, ces mesures de base qui sont les mesures d'hygiène que vous venez tous les deux de rappeler, en fait une entité qui aura la certification, en fait, ça sera une démonstration factuelle par un tiers de confiance qui viendra attester que ces mesures de sécurité ont bien été mises en œuvre dans le système. Oui, ça sera effectivement pour une PME une petite, je pense à la petite, moi plutôt, c'est effectivement un peu... Mais je crois que vous avez prévu un cyberdépart, en tout cas une partie qui sera un peu plus allégée pour le bas de la cible, quoi. Mais sur je dirais le marché, on a parlé tout à l'heure du marché de l'assurance qui est devenu extrêmement soft. Les primes d'assurance cyber sont déjà tellement basses que si on faisait une ristourne de plus, il ne resterait plus grand-chose pour payer les sinistres. Il ne faut pas oublier quand même que l'objet de la prime d'assurance, l'objet de la prime, ce n'est pas une récompense pour vous dire vous gérez bien votre risque ou pas. L'objet de la prime, c'est pour pouvoir constituer de la provision qui se construit chez les assureurs parce que les assureurs vont mutualiser. Aucune entreprise aujourd'hui ne serait capable
de prévoir sa ressource financière dont elle aura besoin si elle subit une cyberattaque. Si l'entreprise devait travailler seule en mettant de l'argent de côté, elle ne pourrait pas y arriver, ce serait trop important. D'où l'importance de la mutualisation. Donc la prime, ce n'est pas pour vous dire, OK, vous êtes bon, donc vous avez une médaille et vous avez un petit tristourne sur la prime. La prime, elle est là pour permettre de faire les réserves et payer les sinistres. Et le jour où l'entreprise elle aura le sinistre, elle sera bien contente que tous ses collègues ou compétiteurs aient aussi payé leur prime pour qu'elle puisse être indemnisée. Donc la réduction, on verra. Dans le cas du C'est du CESA, cas par cas, on va dire. dans le cas du CESA, là, qui regroupe 1200 responsables cyber en France, de la PME au grand groupe, on sort un livre blanc sur la gestion des vulnérabilités, là, ce soir. En 2026, reparler des vulnérabilités. Aujourd'hui, on est la seule industrie qui fait porter la correction de ses faiblesses par ses clients. Voilà. Donc là, aujourd'hui, tous les éditeurs ont fait, je dirais, des raccourcis dans leur phase de test et de recettes. Et vous vous retrouvez, vous, en tant qu'utilisateur de ces solutions-là à la maison, mais aussi dans l'univers des PME et des grands groupes, autour de la correction des vulnérabilités. Donc on a ce phénomène autour des tentatives d'usurpation d'identité, etc. Mais le deuxième phénomène anxiogène qui est autour de la gestion des vulnérabilités. C'est une situation qui est incroyable et qui demeure très, très préoccupante. Et donc, c'est pour ça que je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour ces sujets autour des vulnérabilités. On reçoit des injonctions où vous avez eu un incident cyber, c'est de votre faute, vous n'avez pas fait la correction. Oui, mais il va falloir se préoccuper à un moment donné de réduire ce flot de nouvelles vulnérabilités parce que on bat d'année en année des records mondiaux. Et ça, cette situation, il y a un cri du cœur en disant mais il va falloir arrêter, quoi. Vous avez aimé Nice 2, vous allez adorer le CRA. Je vous invite d'ailleurs à regarder le panorama de la menace qui est sorti par l'ANSSI, où il y a le tableau des horreurs sur les vulnérabilités. Et comme on en a un peu marre des vulnérabilités non corrigées, maintenant on met le nom des éditeurs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une responsabilité et le CRA va apporter une réponse. En fait, aussi, il va aider. Ça ne va pas purger le problème. Il y a une responsabilité des éditeurs. Il y a une responsabilité aussi des donneurs d'ordre et des clients qui achètent des solutions qui sont trouées complètement et qui ne mettent pas à jour, qui manquent de transparence, qui ne mettent pas à jour les vulnérabilités identifiées. Et ça, c'est aussi une responsabilité des donneurs d'ordre dans le choix des solutions, où c'est eux aussi parfois de choisir d'aller vers d'autres solutions si c'est trop difficile de venir corriger. Ouais, je suis tout à fait en phase. Et il y a aussi je dirais le patching, les vulnérabilités qui sont connues effectivement et qui doivent être patchées par les entreprises. Et pour le coup, là, je pense que ça fait le lien avec un partenaire qui est très important, c'est l'ESN en fait. Quand on parle de la PME, effectivement, c'est bien d'avoir un référentiel, mais c'est bien d'être accompagné aussi et qu'on soit tous en phase quelque part, à la fois sur ce qu'on lui demande, mais que l'ESN mette ça en musique dans la gestion opérationnelle du SI pour le compte de la PME. Et ça, c'est un point qui est très important parce qu'autrement, on peut avoir un référentiel, mais s'il n'est pas suivi dans les faits et qu'il n'est pas traité, de manière continue. Sur le sujet des vulnérabilités, il y a... Alors, je suis pas un avocat, donc je ne connais pas la loi parfaitement, mais il y a eu un changement législatif qui est extrêmement important dernièrement. Donc, c'est une loi européenne et qui s'applique automatiquement en France maintenant aussi, qui dit qu'une entreprise qui fournit un produit informatique, soit un objet ou un service ou un logiciel, devient responsable de fait de toutes les vulnérabilités qu'il y a à l'intérieur. Donc ça change fondamentalement et ça répond un petit peu à cette problématique où aujourd'hui, on va avoir la responsabilisation des acteurs, aussi bien des distributeurs que des fabricants, quelque part, d'outils. Ça rappelle un peu la loi Godefrein des années 80 qui disait, à partir du moment où une entreprise gère des données personnelles, elle est responsable de les maintenir confidentielles. Et si jamais la donnée n'est plus confidentielle, c'est suffisant pour prouver la responsabilité de l'entreprise. Et donc là, on va avoir la même chose là-dessus. C'est-à-dire avec ce changement de loi, si vous avez une vulnérabilité, si vous avez un bug dans le système, l'entreprise qui l'a distribué devient responsable automatiquement. Très clair. J'aimerais vous emmener sur le sujet du contexte, disons, politique ou géopolitique plutôt, à l'international notamment. On sait que dans les polices d'assurance, il y a des éléments d'exclusion, notamment sur les sujets, ce qu'on appelle les war clauses. J'aimerais comprendre finalement, avec l'incident cyber, quelle est la position de l'assureur
sur ces contextes qui sont jamais très blancs ou noirs, c'est-à-dire qu'on peut avoir des acteurs assimilés, étatiques ou non, avec des conflits qui sont ouverts ou non, et l'incident cyber qui est lui-même, encore une fois, très immatériel, permet de peut-être faire des rapprochements ou non, et dans un exercice de coopération et de transparence, c'est pas forcément très simple pour un souscripteur de déterminer si finalement un contexte d'incident peut être exclu ou non. Est-ce qu'il est possible d'avoir le regard de l'assureur ou Thierry ou Luc là-dessus pour nous éclairer? Je t'en prie. C'est un cadeau celui-là. Hein. Ah ouais. Non, c'est vrai que c'est un sujet qui est important. Et en fait, il faut prendre l'histoire au début. Aujourd'hui, en France, on est drivé, le monde de l'assurance est drivé par un regroupement de textes de loi qui s'appelle le Code des assurances. Et dans le Code des assurances, il y a une loi qui dit il y a une clause qui dit que la guerre n'est pas assurable. Donc ça veut dire concrètement qu'il n'y a même pas besoin de mettre une exclusion dans la police. La guerre est quelque chose qui n'est pas assurable. Ce n'est pas assurable, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est généralement trop énorme, et on reste avec les images de guerre, avec les invasions. À ce moment-là, on aura autre chose à penser que l'assurance, et donc la guerre n'est pas assurable. Ça, c'est un état de fait. Quand on le ramène sur le côté cyber, du coup, et cyberguerre, finalement, la logique s'applique aussi de la même façon, en disant une cyberguerre, c'est une guerre. Enfin, si la cyberguerre est la même chose qu'une guerre, c'est pas assurable. Mais du coup, c'est quoi une cyberguerre? Donc en fait, c'est là le problème. Et donc effectivement, le sujet des guerres et cyberguerres, il a été un peu plus large en fait. Il est lié à la problématique du risque systémique. Dans les risques qui sont transférables à l'assurance, donc vous avez le risque incendie, vous avez plein de risques qui sont transférables à l'assurance, et vous avez le risque cyber. Le risque cyber qui est transférable à l'assurance, c'est le seul risque accepté par les assureurs aujourd'hui qui a un côté systémique. C'est quoi ce côté systémique? C'est-à-dire qu'il est plausible d'avoir toutes les polices d'assurance qui sont appelées à jouer en même temps pour le même sinistre. Il est tout à fait plausible d'avoir un sinistre cyber qui touche tout le monde de l'assurance. On va prendre un exemple aussi qui n'est pas couvert non plus dans les polices d'assurance. C'est par exemple la panne de l'Internet, l'arrêt de l'Internet mondial. Ça peut arriver. Il y en a qui ouvrent. Si le réseau Internet mondial s'arrête, ça va arrêter l'économie, mais les polices d'assurance cyber ne pourront pas jouer parce que ce n'est pas couvert et parce que ce n'est pas soutenable financièrement. Donc dans ces risques systémiques, il y en a un certain nombre qui sont identifiés, et il y a aussi celui de la guerre et de la cyberguerre. Donc aujourd'hui, on dit, OK, la cyberguerre, c'est un risque systémique. Si ça arrive, ce n'est pas soutenable par les assureurs. Le marché n'a pas la solvabilité, donc il n'est pas assurable. Donc le débat, il va venir maintenant, c'est pas de savoir quelle est l'exclusion que vous avez dans votre police, c'est aujourd'hui, comment ça fonctionne. Vous pouvez vous reposer sur le Code des assurances qui vous dit, tout ce qui sera identifié comme une guerre ne sera pas assurable. Mais alors c'est quoi une cyberguerre? Est-ce que c'est assurable ou pas? Ou alors vous avez une autre approche qui a été faite par les grands réassureurs mondiaux ou par les Lloyds en Angleterre, qui ont dit, OK, on ne peut pas forcément rester sur cette incertitude, donc on va essayer de définir. On va essayer de définir ce que c'est une cyberguerre, et en le définissant, on va pouvoir clarifier les contrats d'assurance en disant, je définis ce que c'est une cyberguerre pour l'exclure. Donc aujourd'hui, sur le marché, vous avez la possibilité d'avoir des contrats qui vont vous dire, je définis une cyberguerre pour l'exclure, ou vous allez avoir des contrats qui ne vous disent rien. Mais vous savez que ce n'est pas assurable, donc vous ne savez pas quand est-ce que ça jouera. Je l'ai présenté bien. En tout cas, moi, ce que tu dis, c'est qu'il y a différentes approches aujourd'hui. Il n'y a pas sur ce sujet-là. Et donc, nous, aujourd'hui, notre position, c'est de suivre et de participer aux discussions au niveau professionnel sur le sujet, et de suivre ça de près et d'attendre le fait qu'il y ait une position commune qui soit adoptée et qu'on soit à même de l'adopter pour nous. Oui, Mathieu, j'allais passer le micro justement sur le sujet du systémique, de l'impact, du chaînage finalement des incidents et finalement des éléments de seuil ou d'arrêt. Quelles sont les limites qu'on doit considérer et quel est le regard, disons, vu de l'autorité sur cette approche dans un contexte tendu, comme on l'a évoqué? Le débat sur la cyberguerre est un sujet intéressant, mais en fait, il faut peut-être revenir au débat de qu'est-ce qu'une guerre. Parce qu'en fait, aucun texte ne définit ce qu'est une guerre. Aucun.
en fait, ça se réfère à des conventions comme la Convention de Genève ou des grands textes internationaux. Donc, essayer de définir une cyberguerre, alors que rien que la guerre n'est pas quelque chose qui est défini dans les textes ou dans les traités, me paraît un peu hasardeux. Ceci étant, on a quand même, on sait qu'aujourd'hui il y a une incertitude juridique et qu'on cherche à la combler. Parce qu'en fait, les conventions en question que j'évoque datent des années 30 notamment. Donc, ce qui fait que voilà, il y a des choses qui ont évolué depuis. Donc, il y a eu un travail qui a été fait, d'ailleurs, avec France Assureur, donc avec l'AMRAE, avec la DGT, donc la Direction Générale du Trésor, avec la CPR, avec l'ANSSI, pour venir faire évoluer le Code des assurances au profit d'un amendement du projet de loi Résilience. Donc l'amendement a été voté lors de l'étude du texte à la commission spéciale. Donc on attend que l'ensemble du texte PGL Résilience soit voté à l'Assemblée nationale en plénière. Mais en tout cas, viendra apporter une précision qui est que dans le domaine d'atteinte à un système de traitement informatique automatisé, ce soit l'assureur qui doit prouver que ça résulte que l'impact, le sinistre résulte directement d'une guerre étrangère. En fait, ce qui est important, c'est que ça résulte bien d'une guerre étrangère. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans le cyber, si vous regardez les conflits aujourd'hui où on a la chance, entre guillemets, malheureusement on n'est pas en guerre, par contre on a plein de conflits qui sont ouverts là-dessus. On voit que le cyber est utilisé au profit de moyens conventionnels. Donc au final, on voit bien que le cyber est utilisé, mais pour autant il n'est pas utilisé. La France n'est pas en guerre, les États-Unis ne sont pas en guerre, enfin ils sont en guerre dans un territoire donné, mais en tout cas dans leur territoire ils ne le sont pas. Ce qui fait que on veut vraiment clarifier le lien entre guerre et cyber dans le lien direct qu'il pourrait y avoir. Il y a un sinistre qui résulterait direct de ça. Ce nécessite clarification, il est au fait qu'il y a une tendance quand même de certains acteurs d'avoir une confusion entre des attaques systémiques qui pourraient être réalisées par des cyberattaquants, cybercriminels, on ne parle pas d'un État, on parle de cybercriminels qui vont venir exploiter des vulnérabilités de multiples organisations. Le fait de dire qu'un groupe est rattaché à un État, et encore, la qualification du rattachement d'un État elle est quand même assez hasardeuse parce qu'il y a tous les copycats, etc. Donc des groupes qui sont passés pour d'autres groupes, qui sont passés pour un État, etc. Me paraît extrêmement hasardeux de dire « Ah ben non, mais si un groupe, sans le citer, No Name par exemple, est potentiellement dans certains cas rattaché à des intérêts, je ne veux pas dire l'État, mais des intérêts russes, ah ben c'est une attaque russe, donc c'est une guerre », ça me paraît légèrement hasardeux. Donc l'idée, c'est qu'on vient clarifier ça pour apporter de la sécurité juridique. Et je pense que c'est l'enjeu pour les assureurs et pour les clients de police d'assurance d'avoir un peu pour voir un peu dans quel cas ça va être couvert. Donc ça va être le cas. On va avoir cette clarification-là prochainement grâce au travail qui a été fait par tout l'écosystème. Et donc ça aidera véritablement à clarifier les règles du jeu. Merci pour la précision. Effectivement, on se dirige tout doucement vers la conclusion de cette table ronde. J'aimerais vous proposer peut-être un rapide tour de table. Le sujet, il est autour de la coopération et on voit qu'on a différents acteurs avec des spécialités, des métiers qui sont propres. Et finalement, dans un exercice plus prospectif, dans la coopération, j'aimerais vous demander individuellement quelle serait la mesure qui vous semble être utile comme axe de travail pour justement travailler dans cet écosystème avec peut-être plus d'anticipation sur la connaissance de la menace, plus de pédagogie, etc. Je vous donne peut-être des pistes, mais j'aimerais avoir pour chacun une mesure ou un axe qui vous semble important pour, encore une fois, faire grandir cette couverture du risque par l'assurance cyber dans un dispositif global. On commence par Luc. Je pense que l'assurance cyber, elle s'intègre totalement dans l'écosystème cyber dans le sens large du terme, où c'est un écosystème où chaque acteur, quelle que soit sa position, a une claire compréhension et confiance qu'à lui tout seul, il n'est pas capable de gérer le risque cyber. Ça s'applique dans les entreprises, ça s'applique chez les assureurs, ça s'applique à peu près partout. Et donc, il faut effectivement partager la connaissance, il faut s'entraider, et c'est tout le principe de l'assistance et de la prévention. Et effectivement, il faut continuer dans cette voie-là, il faut rester dans ce monde-là et dans cet écosystème où le partage de la connaissance est une de nos plus grandes forces à tous.
Oui, je partage complètement, effectivement. On est dans le partage, notamment avec les autorités, la connaissance de la menace, l'évolution de la menace, et être toujours quelque part en phase avec l'évolution de cette menace, qu'elle évolue très très vite. Hein, Didier le disait, l'IA, c'est très important. Et quelque part, on est au milieu de cet écosystème, parce qu'on est des assureurs aujourd'hui, on est au FIC, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et continuer d'être là-dedans, la menace va continuer à évoluer. Et effectivement, nous, on est là en prévention pour apporter un écosystème à nos assurés, pour permettre que ce soit assurable, hein, parce que c'est ça aussi le sujet, continuer de les accompagner dans la durée, et donc que cette défense soit en phase avec la menace. Et donc ça veut dire une menace qui s'automatise, une défense qui s'automatise. Une menace qui va vers du post-quantique, une défense qui va vers du post-quantique. Donc effectivement, que cet écosystème, il évolue avec l'évolution de la menace pour que toujours nos entreprises soient protégées en rapport avec cette menace. Une mesure, s'entraîner. Tout dirigeant d'entreprise en 2026, dans l'année, a dû faire un exercice. Dans cet exercice, il va s'apercevoir qui je préviens, 17 cyber, sur qui je m'appuie. Donc, finalement, quels sont ses partenaires. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe la taille de l'entreprise, il faut s'entraîner. Dire ça une fois dans l'année, ce n'est pas extraordinaire. Et là, on se pose les bonnes questions quand on s'entraîne, parce que là, on est plus à tête reposée, on voit ce qui manque, et surtout les partenaires sur qui s'appuyer. S'entraîner. Pour continuer ce que disait Didier, pour s'entraîner, il y a des kits d'exercices que fait l'ANSSI. Donc utilisez-les, ça coûte pas cher vu que c'est gratuit et ça réduit vraiment le temps de préparation d'un exercice de crise. Et donc pour notamment vous ou votre supply chain, n'hésitez pas à leur communiquer. Une mesure d'intérêt prospective, l'Observatoire de la menace. En fait, c'est pour ceux qui ont lu la stratégie nationale cyber, je pense que tous dans la salle ont lu la stratégie nationale cyber de cybersécurité. Il y a un objet qui est celui de la création d'un observatoire. Cet observatoire va permettre véritablement de faire travailler l'ensemble de l'écosystème ensemble pour avoir une vision beaucoup plus consolidée de l'ensemble des données qu'on a à disposition. Parce que ce soit l'ANSSI, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit les assureurs qui ont qui ont énormément de richesses à partager et à travailler ensemble. L'année 2026 va nous permettre de faire le travail préparatoire à cet observatoire. En tout cas, ça permettra de l'avoir véritablement un phare pour l'écosystème, pour travailler ensemble. Eh bien, merci à tous pour vos éclairages et vos visions. C'est un sujet, je pense, extrêmement intéressant et vos approches et vos visions complémentaires ont été, je pense, enrichissantes pour l'assistance. Je vous remercie à tous pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée à vous. Merci beaucoup. On peut prendre quelques petites questions s'il y en avait. On a dépassé un petit peu le timing, mais c'est possible si vous en avez une ou deux. A priori, non. Bon, très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous. Bonne journée.